Bonjour à tous, nous sommes le 4 mars 2026. On se retrouve pour ce cours d'hébreu avancé. La dernière fois, on a fait un petit excursus. On est allé faire un tour du côté de Kuntilet Ajrut, donc qui est donc à la frontière donc entre Israël et l'Égypte. Et donc, on a regardé un petit peu l'usage, les mêmes formules de bénédiction donc, que celles qu'on a vues sur l'ostracon sur lequel on travaille, hein. Donc, on a ici cette formule de bénédiction, Berar Tichem l'Adonai. Donc, on avait Berarti Etrem dans le cas de l'inscription de Koutelet Ajrut. Vous voyez que vous avez la possibilité d'utiliser ou non la particule et pour introduire l'objet direct. Je dis ça d'ailleurs en passant sur le fait que certains ont voulu y voir un passage de l'hébreu pré-exilique à l'hébreu post-exilique, euh, avec une différence notamment entre le livre de Samuel Roy d'un côté et le livre des Chroniques de l'autre. Avec les étudiants de deuxième année, dont vous ne faites pas partie, je pense, on a un cours d'Ancien Testament donc sur le livre, enfin sur les Ktuvim de manière générale, et donc j'ai parlé du livre des Chroniques. Évidemment, comme c'est des étudiants qui n'ont pas fait beaucoup d'hébreu, je me suis pas trop arrêté sur ces différences dialectales. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de comparer ces théories linguistiques qui sont parfois anciennes, hein, déjà à l'époque de Gesenius, donc vous voyez, il y a 2 siècles déjà, on imaginait une évolution linguistique, l'hébreu avant, après l'exil, tout ça. Bah, donc toutes ces théories linguistiques qui ont vu le jour il y a plusieurs siècles, on peut aujourd'hui les confronter à la réalité des inscriptions et de se rendre compte que parfois c'est pas forcément une question de chronolecte, mais c'est parfois une question de topolecte entre des différences entre des dialectes du nord et du sud, etc. Donc c'est la réalité est un peu plus complexe que ça. Et donc c'est toujours bien, c'est aussi pour ça que je passe du temps à vous initier à l'hébreu euh, classique épigraphique, parce que c'est ça qui va vous permettre de dépasser justement les connaissances peut-être de base, entre guillemets, de l'hébreu biblique et de pouvoir avoir un peu plus de finesse dans votre étude des textes bibliques. Bon, alors, donc, toujours est-il qu'on a vu à Kuntilet Ajrut cette bénédiction à Yahvé et alors en plus avec différents cultes hein, du dieu Yahvé, le Yahvé de Samarie, le Yahvé de Théman, donc en imaginant qu'il y avait plusieurs sanctuaires. Et puis peut-être son Asherah aussi, on a discuté du problème d'Asherah, qui est un nom commun, un nom propre, ici doté d'un pronom suffixe, qui montre que c'est un nom commun et pas un nom propre, mais en sachant que c'est un titre, le Baal, l'Asherah, que ça n'en fait pas, ça ne veut pas dire pour autant que ça ne désigne pas un être divin, et que ça pourrait quand même désigner une déesse parèdre du dieu Yahvé. Bon, voilà. Comme ça, vous avez connaissance de la problématique et de la documentation qui est aujourd'hui à disposition pour aborder ces questions-là, y compris les questions de lexicographie et les questions de syntaxe, de morphosyntaxe en l'occurrence, puisque c'est des pronoms suffixes. Voilà, donc vous êtes très fort maintenant en hébreu, vous comprenez tout ça. Alors après, on a lu le mot suivant, veata, et maintenant, en expliquant que bah, c'est la transition. Une fois qu'on a fini toutes les formules de salutation, le destinataire, les salutations, la bénédiction, qui peut occuper une bonne partie du message, hein. Vous voyez, là, on arrive déjà, le veata, il arrive là, vous voyez, on arrive donc sur la hauteur de l'ostracon, hein, qui tient dans la main. On a déjà la moitié de la surface est déjà remplie avec les formules initiales. Alors après, bien sûr, en fait, l'inscription, elle continue de l'autre côté parfois, donc elle est un peu plus longue que ça, mais vous verrez que parfois dans des messages, on a parfois des messages qui sont eux-mêmes très courts, le corps du message est très court, et donc il y a presque plus de choses autour, d'introduction, de bénédiction, etc., que le reste. Un peu comme aujourd'hui, parfois vous avez des courriers, vous avez un en-tête très long, l'adresse de l'expéditeur, du destinataire, la date, le lieu, etc. Et puis paf, la lettre elle-même, c'est un paragraphe, puis ensuite c'est pareil, à la fin il y a la signature. Donc le texte lui-même est très très court. Donc ça, c'est pas sans rappeler effectivement ce genre de phénomène. En tout cas, là, ça veut dire qu'on arrête, on a fini. Donc l'entête et on arrive au corps du message avec Ve'ata, Vav Ayin Tav, point. Et puis donc ensuite le texte continue. Ici vous avez un Yod. Ici vous avez un Resh qui est un petit peu effacé, la tête, on la voit quand même assez bien, suivi d'un Dalet. Alors c'est vrai que le Resh et le Dalet se distinguent pas toujours très bien. Dans tous les cas, vous avez un triangle. La différence, il y a deux différences possibles entre le Resh et le Dalet. Il y a d'une part le fait que le Dalet est parfois très court, c'est-à-dire que là, il y a cette hampe
La hampe du resh est censée être plus longue que celle du dalet. Le dalet parfois n'a pas de hampe ou une hampe plus courte. Là, elle est un peu plus courte que le resh, mais il faut reconnaître qu'elle n'est pas non plus beaucoup plus courte. Et puis aussi la tête du dalet, ici, le trait supérieur peut être protubérant à droite, ce qui n'est en principe pas le cas du resh. Voilà, c'est pareil, c'est la théorie, mais évidemment, vous imaginez bien que quand un scribe écrit vite, il se peut que quand il fait son resh un petit peu, de façon un petit peu rapide, ça peut dépasser un petit peu, ça devrait pas, mais ça peut dépasser un petit peu. Ou alors on voit pas bien si ça dépasse ou pas parce que l'encre est évidemment un peu effacée. Vous voyez, on a des inscriptions qui sont malheureusement endommagées. Donc parfois, on va se demander effectivement est-ce que ça dépasse ou pas. Pareil pour le dalet où c'est censé dépasser, mais à vrai dire, il y a un certain nombre de scripts qui font des dalets où la tête ne dépasse pas. Donc, si vous avez un marqueur qui vous permet de distinguer les deux, tant mieux. Sinon, bah voilà, vous pouvez hésiter entre un resh et un dalet. Alors, ça pose des problèmes évidemment dans la de lecture que vous allez retrouver, y compris quand vous allez étudier l'hébreu biblique, puisque les confusions dalet-resh, elles seront fréquentes. Une confusion classique entre un Dalet et un Resh, c'est pour Edom et Aram. Euh, Parce qu'évidemment, si vous avez une confusion Dalet-Resh, vous pouvez dire dans le contexte, si on met un Dalet, ça n'a aucun sens, donc c'est forcément un Resh, ou réciproquement, si on met un Resh, ça n'a aucun sens, donc c'est forcément un Dalet. Mais le cas classique, on ne sait pas très bien, c'est quand vous avez deux nom de population ennemie, hein, Édom, qui est donc c'est le royaume d'Édom, les ennemis à côté, ou le royaume d'Aram. Alors ils sont pas au même endroit, on est d'accord. Édom c'est au sud, hein, au sud-est, Aram c'est au nord. Mais dans tous les cas, si dans le contexte on ne précise pas qui sont les ennemis, on peut hésiter entre Édom et Aram. Et effectivement, la seule différence, c'est un Dalet et un Resh. Donc, on a un certain nombre de textes bibliques où on ne sait pas très bien s'il s'agit d'Édom ou d'Aram, et vous pouvez avoir des différences dans la tradition textuelle, soit dans les manuscrits anciens, ou bien dans les versions anciennes. Typiquement, vous regardez du côté du grec, et vous dites, tiens, le traducteur grec, il avait sous les yeux un manuscrit qui avait un Dalet au lieu d'un Resh, ou réciproquement. Ou bien c'est le traducteur grec qui a mal lu. On peut imaginer que ce soit le manuscrit lui-même à partir duquel le traducteur grec travaillait qui avait ce problème de confusion des lettres. Alors la paléographie, elle est intéressante de ce point de vue-là, parce que parfois ce genre de confusion de lettres fonctionne à une certaine époque et pas à d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des époques, on va dire, ah oui, dans telle écriture, à telle époque, ces deux lettres peuvent être confondues. Moi, je sais pas, on va dire, qu'est-ce qu'on peut confondre d'autres il y a des confusions, on peut avoir une confusion entre un bet et un p, par exemple, dans certaines écritures, à certaines époques. Typiquement, là, en paléo-hébreu, le bet et le p ne se confondent pas du tout. Ouais, faudrait vraiment, je ne sais pas si je peux vous montrer un bet ici. Là, vous voyez, vous avez bah si, il y a des bêtes un peu partout. Pour confondre, alors si, alors il faudrait que la tête soit complètement endommagée, voilà. Mais dans ces cas-là, on aura plutôt des confusions entre un nun et un p, admettons, quelque chose comme ça. Il y a parfois aussi des bêtes qui sont bêtes noun peuvent être confondus s'il reste que la hampe. Enfin voilà. Mais donc à certaines époques où là par exemple typiquement à cette époque-là le yod et le vav ne se confondent pas du tout. Vous voyez, on vient de voir un yod ici, il y en a d'autres au-dessus là. Le yod là qui est tracé ici dans cette écriture-là comme une sorte de zigzag avec un trait au milieu. Vous en avez un très beau là, un yod effectivement avec un qui s'écrit un peu comme un Z français avec un trait au milieu n'a rien à voir avec le Vav. Là, regardez, bah voilà, typiquement, vous avez un Vav ici euh, et le Yod, c'est deux lettres très très différentes. Mais à une autre époque, le Yod et le Vav peuvent facilement se confondre. Typiquement, vous êtes au 1er siècle avant notre ère. Là, on a basculé au 1er siècle à l'écriture dite carrée, hein, celle que vous connaissez dans certains rouleaux de Qumran, où effectivement le iode et le vav euh, ont une tête un peu de d'hameçon, là, un peu un crochet, et en fait ils se ressemblent. Voilà, ils ont tous les deux une tête. Alors normalement le vav est un peu plus long que le iode, mais on les confond facilement. Donc si vous êtes si vous avez par exemple une confusion iode-vav, vous savez que le manuscrit dans lequel il y a eu la confusion, il ne peut pas dater de 600 avant notre ère. Vous voyez, par exemple, ça, vous dites, bah non, 600 avant notre ère, il n'y avait pas de confusion entre iode et vav. Ça ne peut arriver que plus tard, à une époque où le iode et le vav sont confondus. Et ça, je vois mal comment ça peut arriver avant, avant le deuxième siècle avant notre ère, fin du deuxième siècle avant notre ère, deuxième moitié. Enfin voilà, on va pas être à 50 ans près, mais en tout cas, voilà, ça peut être à partir du deuxième siècle avant notre ère, mais
même au troisième, quatrième siècle avant notre ère, le iode et le vave se confondent pas aussi facilement. Donc, vous voyez, en fonction des époques, vous pouvez dire il peut y avoir eu telle ou telle confusion. Donc, si vous vous intéressez à un problème, je ne sais pas, dans la traduction grecque, si on se dit est-ce que c'est le traducteur grec qui a pu voir cette confusion dans le manuscrit qu'il avait sous les yeux? Parce que si la traduction grecque date du troisième ou deuxième siècle avant notre ère, bah, c'est pas possible. Si, enfin, troisième siècle avant notre ère, c'est pas possible. Si c'est deuxième ou premier siècle, pourquoi pas? Donc ça va poser la question sur la date de la traduction grecque. Donc voilà, donc tout ça, c'est des éléments à prendre en considération quand vous vous interrogez sur des confusions possibles de lettres en hébreu. Euh, voilà, en fonction de l'évolution de l'alphabet. Donc ça, c'est important pour vous d'avoir aussi en tête. Je vous avais distribué donc ces tableaux paléographiques qui vous montrent la forme des lettres à différentes époques. Bon, j'ai pas distribué tous les tableaux parce que c'est pas un cours de paléographie en tant que tel, mais c'est important pour vous à ce stade de votre formation de comprendre les enjeux liés à l'écriture de l'hébreu et aux difficultés de lecture et donc de compréhension de l'hébreu dans sa réalité matérielle à l'époque. Voilà. Donc, je reviens ici à notre texte. Ici, on a donc un resh et un dalet. On a un petit point ici. Ensuite, on a un lamed se reconnaît facilement. Vous avez le kof. Alors là, le kof, il est intéressant parce que il a une tête qui se trace en une seule fois. Vous avez des coffres plus anciens avec une tête qui est en deux fois, qui ressemble un peu comme si vous aviez des cornes de vache et puis le trait au milieu. Donc vous avez des coffres bien symétriques, la tête. Alors parfois la tête en deux fois, elle se décale. Vous voyez, vous avez la tête qui se décale comme ça, mais qui est quand même fait en deux fois. Et puis là carrément, je vais essayer de me décaler ou je sais pas pour que vous voyez bien. Et puis là carrément, ce qu'on voit, c'est que ça touche, et ce qui fait que elle est faite en un seul tracé. Là, vous voyez, alors peut-être pas quand même, parce que là, si vous regardez bien, on voit que le trait cette espèce de virgule à droite est quand même plus épaisse. Donc il est possible qu'il l'ait fait en deux fois, qu'il ait fait tac, tac, et ensuite qu'il ait fait l'autre trait de côté. En tout cas, vous avez des coffres à un moment donné très cursifs, c'est-à-dire on le fait comme ça, en faisant une sorte de zigzag, et puis dans tous les cas, vous avez le trait vertical. Le coffre, il va évoluer d'ailleurs, parce que ce trait qui se fait en une seule fois, et notamment le trait de gauche, ici, là, le trait supérieur, il va avoir tendance à s'atrophier. Donc au bout d'un moment, vous allez voir des coffres où au lieu d'avoir un grand truc au-dessus comme ça, vous allez avoir une sorte de petite virgule comme ça, ou un petit crochet, et ensuite, c'est la forme de droite qui va être beaucoup plus ample, et donc qui va devenir pensu comme ça. Donc vous allez avoir un coffre de plus en plus pensu, le trait de gauche va s'atrophier, le trait de droite va augmenter, et ça va aboutir à la forme du coffre que vous connaissez. Vous avez cette belle panse. À gauche, il reste plus rien. Vous allez rien faire, juste le trait supérieur, à peine un petit crochet, à peine un petit zigouigoui à gauche, si vous voulez, mais sinon presque rien. Et puis la hampe, elle va s'allonger. Et donc, on va avoir aboutir à des coffres qui sont très très longs. Donc ça, c'est le coffre de l'alphabet hébreu carré qui va se développer dans les siècles qui suivent. Ensuite, ici, vous avez de nouveau un resh. Alors le resh, là, il est un petit peu penché vers l'avant, ce qui nous plaît pas beaucoup. Normalement, le resh, il est censé être penché en arrière. Le resh, il est censé être penché en arrière, comme le dalet, au contraire du bet, qui lui est censé être penché en avant. Vous avez un bet là qui est bien couché en avant. Donc ça, normalement, c'est censé être une différence entre le resh d'un côté et le bet de l'autre. Maintenant, c'est pas toujours le cas. Surtout quand le scribe penche, que l'écriture elle-même est penchée. Et là, vous voyez bien que le scribe, au départ, si vous regardez ces lignes en haut, les lignes, elles sont bien horizontales. Et puis, vous voyez que plus il descend, il descend, il descend, il fait pencher ces lignes. Le Alors, son devient très haché. ah, le son est haché, vous me dites? Qu'est-ce que je Oh peux y oui. faire? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Pas tout le temps, me dit-on. Là, là par exemple, Ouais, non. là, Là, ça va. Bon, bah écoutez, Oui. voilà, on croise les doigts pour que le son soit pas trop haché. Mais c'est peut-être parce que je gigote trop, je sais pas, c'est peut-être pour ça. Euh, voilà, donc le resh est censé être pas orienté de la même manière, mais comme je disais, donc le scribe a tendance à pencher ses lignes. Ici, on le voit de façon assez nette. Parfois, c'est encore pire. Alors, ça ressemble beaucoup à comment nous on écrit. Je sais pas vous si vous écrivez toujours très droit. Et c'est pour ça quand on apprend à écrire, on a des feuilles quadrillées ou avec des lignes écrites parce que ça permet d'écrire droit. Sinon, c'est pas toujours évident. Voilà. Et donc ici, vous avez un resh, pas très bien, qui pourrait être pris pour un bet.
Ensuite, vous avez un tav et ensuite un yod et un point. Voilà. On va, on va regarder ça pour l'instant. Je vais copier le texte. Voilà, c'est ça qu'on a sur notre texte. Alors, est-ce que quelqu'un veut proposer une lecture? Moi, je veux bien essayer. Oui, je vous écoute. Alors, euh, je me suis dit que c'était le verbe yarad. Oui, Yarad. Alors, ou bien au katal, yarad, ou bien euh, à l'inaccompli, yered, au yiktol, ou bien à l'infinitif absolu, yahod, je ne suis pas très sûre de moi, dans un sens d'impératif, il faut que. D'accord. Alors donc, on a trois possibilités, accompli, inaccompli, infinitif. Euh, alors, très bien, on va regarder les trois cas de figure. Dans le premier cas, comment vous le vocalisez? Euh, kames patar, Kametz patar, très bien, Yarad. Donc, ça c'est la complicale. Donc, il vient, du verbe, pardon, Yarad ça veut dire descendre, n'est-ce pas? Donc, il descend, ou il est descendu. Alors mince, il met pas les guillemets où je voudrais. Ça, c'est le problème quand on mélange l'écriture droite-gauche, gauche-droite, il ne sait pas toujours. Euh, Bon, bref, à complical, il descend. Ou il descendit, il est descendu. Très bien, donc effectivement, c'est une possibilité. On peut le traduire comme ça, on informe. Et maintenant, il est descendu. Alors, on ne sait pas encore qui, mais peut-être on aura le sujet plus loin. En tout cas, c'est tout à fait possible, effectivement, de l'analyser comme ça. Ensuite, vous avez proposé quoi? Un inaccompli, c'est ça? oui, yered avec deux serrés, Yered avec deux serrés. Alors, ah oui, on rebascule en hébreu. Yered avec deux serrés. Donc, euh, comment il vous expliquez? descendra. Il descendra. Oui, donc ça c'est à l'inaccompli. Donc pareil, il descend ou il descendra. Euh, et là, c'était il descend, éventuellement il descendit. La temporalité reste à vérifier. Euh, donc, comment vous expliquez cette vocalisation avec deux serrés? C'est un période. Oui. Donc, le, le Y est allongé, non? Alors, Et, c'est-à-dire que là, ce qui se passe, c'est que à l'inaccompli, vous avez normalement une préformante. D'accord? Vous avez normalement une préformante. Peut-être que je vais mettre ça en oui, 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 dessous. oui, oui, pardon. C'est surtout comme, voilà, ce qu'il faut retenir. Oh non, j'arrive pas. Bon, c'est pas grave. Donc, normalement, vous avez la forme donc, primitive de l'inaccompli, c'est yaktul en proto-sémitique. Hein. Yaktul qui devient yiktol en hébreu. D'accord? Ça, c'est ce que vous retenez, en sachant que la voyelle thématique peut changer. Les verbes peuvent avoir, il y a deux voyelles thématiques possibles, euh, c'est un ou ou un a, et donc vous allez avoir un o ou un a en hébreu. Hein. Vous avez des verbes à voyelle thématique a, l'inaccompli, yiktal, au lieu de yiktol. Donc ça c'est possible aussi d'avoir ça. Mais en tout cas, effectivement, à l'inaccompli, la caractéristique de l'inaccompli, c'est d'avoir des préformantes. Et vous avez notamment la préformante de la troisième personne du singulier, qui est troisième personne masculin singulier, qui est un iode. Alors maintenant, si ce verbe est effectivement un verbe période, comme vous le disiez tout à l'heure, à première radicale iode,
D'abord, ce qu'il faut se souvenir, c'est que le iode est une semi-consonne semi-voyelle, qui a aussi souvent des confusions iode-vave, mais là, qui ne posera pas de problème à ce niveau-là. En tout cas, si vous avez ici yai, euh, ensuite ou a, si vous comparez donc avec la forme primitive en prenant le verbe yered, hein, Y-R-D, en fait, ce qu'il va y avoir, c'est que vous allez avoir une contraction de la diphtongue. Le yai, aïe va devenir e, vous voyez, il va devenir yered. Alors, on va dire d'abord ye, et puis ensuite un ou, un a. Et par contamination, vous allez avoir la forme yered. Ah, j'ai mis un e, mais en fait, c'est contracté. On va l'écrire plutôt comme ça, yered. Donc, effectivement, voilà ce qui va se passer. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout cette contraction de la diphtongue, aïe en e. Voilà, ça c'est surtout ce phénomène-là. Après, pour la voyelle thématique, elle peut changer. Et effectivement, là, par contamination, on ne dira pas Yerad ou Yerod ou quelque chose comme ça, on dira Yered. Et donc, cette contraction de la diphtongue, vous l'aurez à toutes les personnes. Ered, Tered, etc. Yered, Nered, vous l'aurez à toutes les personnes. Donc, du coup, le iode de la racine va disparaître. Le iode que vous voyez ici, c'est le iode de la préformante. Vous voyez? Le iode que vous voyez ici, là, dans Yered, en fait, ça n'est pas le iode de la racine, c'est le iode de la préformante. Vous pourriez avoir Tered de la même manière à la deuxième personne du singulier, par exemple. Donc, je peux le mettre, par exemple, ici, deuxième personne. Ça va vous donner donc de la même manière Tered. Je peux le mettre en hébreu d'ailleurs. OK? Alors, si c'est au Nifal ou au Ifil ou à d'autres personnes où vous allez avoir une préformante dans la racine, c'est là que la racine elle-même, qui est un verbe péiode, en fait, pour la plupart des verbes péiodes, la première radicale iode, en fait, dérive d'un vav. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'était un W, que ce W, un we, qui est devenu ye. Et à un moment donné dans l'histoire, effectivement, ce we est devenu ye, mais si vous repartez vers des conjugaisons dont les préformantes du shem contiennent, pour lesquelles le shem a une préformante, je pense notamment au nifal ou au ifil ou aux conjugaisons dérivées du ifil, à ce moment-là, eh bien, on retrouve la forme avec un vav, la forme p-vav primitif, un premier radical vav. Et donc, c'est là qu'il faut se souvenir qu'en fait, yered vient d'un verbe wrd primitif, ou peut-être je vais l'écrire en translittération, c'est mieux parce que il n'est pas testé en hébreu comme ça. Mais donc, ce qu'il faut se dire, c'est que la racine Yered vient en fait d'une racine WRD. Alors, euh, le fait que les premières radicales iode deviennent des vav en hébreu, vous pouvez vous en rendre compte assez facilement en ouvrant un dictionnaire à la lettre vav, un dictionnaire d'hébreu à la lettre vav. Vous verrez, vous n'avez pratiquement rien à la lettre vav. On peut faire l'exercice d'ailleurs si vous allez regarder. Je vais vous mettre un dictionnaire. Si vous regardez votre dictionnaire à la lettre vav, bon, vous avez la conjonction vav, bien sûr. Bon, là, il y a beaucoup de choses à dire, évidemment. Et puis, ensuite, bah, vous avez vav, le mot vav lui-même, vous voyez. Mais sinon, vous avez pratiquement rien. Ouais, vous avez quelques mots comme ça, et puis c'est tout. Voilà, tout de suite, vous passez à Zayn. Puis même là, les mots que vous avez, c'est Vashti, par exemple, qui est dans le livre d'Esther, la reine, donc qui est un mot d'emprunt. Donc, vous avez en fait des mots d'emprunt pour beaucoup, ou bien des mots un peu anciens. C'est sûr que quand vous avez Valad, donc en fait c'est l'équivalent d'Yeled en hébreu, c'est une forme ancienne. On sait qu'on retrouve la racine, c'est un verbe pevav primitivement. Vous l'avez évidemment Walada, vous l'avez en arabe, Walda, etc. Donc ça c'est, vous avez tous ces mots qui existent.
Walid, vous connaissez peut-être le prénom Walid, tout ça. Donc ça, c'est sûr que souvent, c'est des mots d'emprunt. Donc voilà, donc ça, la lettre est désespérément vide, hein, la lettre Vav dans votre dictionnaire est désespérément vide parce que donc, en hébreu, les verbes peyot deviennent des verbes pevav. Mais vous allez retrouver justement la consonne Vav si la forme elle-même, le shem lui-même, je ne parle pas de la conjugaison avec la personne, hein, la préformante de la personne, mais la préformante du shem lui-même précède le yod ou le vav, enfin le yod qui du coup n'est plus, enfin la première radicale qui du coup n'est plus en initiale. Et donc effectivement, si vous avez l'exemple du ifil, le ifil, vous allez avoir donc une forme primitive, vous savez, c'est haktala, la forme primitive du ifil, qui va donner donc en hébreu hiktil. Eh bien, attendez, je vais poser ça là. Eh bien, de la même manière, vous allez avoir how, si je prends l'exemple de, qu'est-ce qu'on avait comme verbe? Ah oui, WRD. Eh bien, cette forme, là encore, de diphtongue, how, va donner la forme, va se contracter en ho et puis horide. Donc, vous allez avoir, bon, le A final va tomber. Bon, ça, je peux le mettre entre parenthèses, parce que ça, c'est juste, ça, c'est une terminaison. Et puis effectivement, le A va donner un I en hébreu, donc vous allez retrouver la forme, mais voilà, vous allez avoir horide. Donc ça, c'est ce que vous aurez. Si vous voulez conjuguer en hébreu le verbe yarad, vous aurez la forme horide, oifil. Faire descendre, horide. Et du coup, si vous êtes à l'inaccompli, c'est là-dessus que vous allez mettre votre préformante, aleph, taf, tav, yot, tav. Donc si c'est troisième masculin singulier, yorid. Yorid, il fait descendre. Horide, je fais descendre. D'accord? Donc, retenez que effectivement, vous allez retrouver la consonne vav primitive dans ces schèmes dotés d'une préformante. Ifil, nifal, enfin, ifil, ofal, euh, hitpael, donc les trois conjugaisons à préformante, plus le nifal. Donc, dans ces cas-là, vous allez retrouver la consonne vav. Il y a quelques verbes période qui sont où le iode est un vrai iode primitif, mais il y en a très très peu, comme le verbe yatav, par exemple, être bon, iode tête bête. Ce verbe-là, le iode est effectivement un vrai iode primitif, et donc même au ifil, vous allez avoir hétive ou quelque chose comme ça, avec une contraction de la diphtongue aïe en e, comme on l'a vu ici au cal. Mais donc le iode reste tout simplement parce que ça a toujours été un iode. Euh, mais c'est rare, hein, c'est vraiment une minorité de verbes. La plupart des verbes que vous voyez à initial iode, les verbes qu'on appelle les verbes péiode, en fait, sont des verbes pévaves primitifs. Donc voilà pour cette petite précision concernant les conjugaisons des verbes péiode. En tout cas, vous avez raison. Ici, Yod Resh Dalet, ça peut aussi se vocaliser Yered, il descendra, ou il descend, ou il descendra. Euh, je mets toujours entre parenthèses les conjugaisons parce que je rappelle hein, que l'hébreu biblique, classique, à l'époque, n'indique pas en lui-même la temporalité. Le cal ne correspond pas forcément au passé enfin, l'accompli ne correspond pas forcément au passé, l'inaccompli ne correspond pas forcément au futur. Donc c'est le contexte qui va vous aider. Si vous avez un vaimictol, un vav consécutif, ça c'est autre chose. Effectivement, là avec un vav consécutif, vous savez que vous êtes dans une consécution logique ou chronologique, et donc il faut regarder dans le contexte comment il faut traduire ça. En tout cas, c'est effectivement une deuxième possibilité. Et puis vous aviez une troisième vocalisation possible. Mais avant d'y venir déjà, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a des questions sur Yarad et Yered, sur cette vocalisation, notamment pour Yered? C'est bon pour vous? Bon, très bien. Donc ça, c'est un petit rappel pour les verbes PVAV. Donc effectivement, la troisième possibilité que vous aviez évoquée, c'était donc d'avoir un verbe
vous aviez dit à l'infinitif. C'est effectivement une possibilité. Alors, si c'est à l'infinitif, euh, euh, comment vous le vocalisez? J'ai mis Kames Olem, mais je suis pas sûre du tout de moi. Vous n'êtes pas sûr. Alors, pourquoi n'êtes-vous pas sûr? Vous voulez l'infinitif absolu ou l'infinitif construit? Je pensais l'infinitif absolu parce que Oui. je vous ai entendu plusieurs fois dans les cours parler de l'infinitif absolu dans un sens d'impératif. Oui, eh oui, d'accord, tout à fait. Alors, Je veux bien des précisions là-dessus parce que j'ai pas su comprendre complètement. oui, très bien. Alors, d'abord, pour ce qui est de la vocalisation elle-même, regardez la différence entre l'infinitif construit et l'infinitif absolu. Infinitif construit, ktol, infinitif absolu, katol. Donc, au niveau de la vocalisation, vous avez bon, l'infinitif absolu, C'est kamet. le période qui me posait problème. Alors, C'est en raison du période que j'étais pas sûre de moi. bah, là, le fait que ce soit un iode, ça posera pas de problème. Un iode, on peut lui mettre un kamet, ça le dérange pas du tout. Euh, la, la raison pour la... Bon, par ailleurs, la vocalisation, si vous voulez, la vocalisation primitive de l'infinitif absolu, c'est un a bref et un a long. C'est un schème katal. D'accord? Primitivement. Je peux le mettre à l'écran si vous voulez. Donc le schème primitif, c'est un schème katal. Alors il faut que je mette un a long. Voilà. Vous avez un schème primitif katal qui va donc s'écrire en hébreu. Le 1, vous avez un A en syllabe ouverte. Donc on a vu qu'en hébreu, un syllabe ouverte, ça s'écrit kametz. Et ensuite, un A long. Tous les A longs deviennent des O en hébreu. D'accord? Donc ça, vous aurez avec, éventuellement, évidemment, vous pouvez toujours mettre une mère de lecture vave. Ça mange pas de pain. Euh, donc, le O que vous avez ici dérive d'un A long primitif. Comment on le sait? Eh ben, c'est en comparant les autres langues sémitiques, comme d'habitude. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on sait que c'est ça le schème de l'infinitif absolu. Pour l'infinitif construit, c'est un peu différent. L'infinitif construit, on a l'impression, quand vous regardez le tableau, que ktol, c'est la forme à l'état construit de katol. C'est-à-dire que si vous pensez à katol comme étant un nom, imaginez que c'est un nom, katol, eh bien, vous le mettez à l'état construit. Et quand on met à l'état construit, on sait que l'accent se déplace. Au lieu d'avoir l'accent sur la dernière syllabe ici, on va supposer que l'accent va partir quelque part après, voyez. Et donc, katol quelque chose. Et donc là, on va être en situation, on va compter 2 en arrière, indépendamment de là où sera l'accent sur le mot qui suit. On va compter un, 2, et on fait tomber. Et ça vous donne ktol, quelque chose comme ça. Donc effectivement, l'infinitif construit, ocal, se présente souvent comme étant euh, une forme à l'état construit de l'infinitif absolu. Donc ça marche bien. Sauf que dans un certain nombre de verbes, notamment les verbes faibles, ça ne marche pas comme ça. Et en plus de ça, à d'autres conjugaisons, d'autres schèmes que le cal, ça ne marchera pas non plus. En fait, pour l'infinitif absolu, la forme primitive qu'il faut imaginer, c'est plutôt une forme koutoul, forme brève koutoul, avec deux ou brefs, et qui va donner la forme ktol. En fait, elle devrait donner la forme kotol en hébreu. Un ou bref, en général, va être noté avec un cholem en hébreu. Il va rarement rester ou. Il va rester ou s'il est en syllabe fermée, non accentuée, ou bien si s'il est long. Si c'est un ou long, il va rester ou, mais s'il est bref, en syllabe fermée, non accentuée, là, il peut rester ou aussi. Mais sinon, la plupart du temps, il sera noté au, cholem. Bon. Donc, Excusez-moi, Excusez-moi. oui, Oui, pardon. Vous allez dire la même chose que moi, je pense. Je pas vous sûr. laisse la priorité. Merci. Vous parlez de. Vous avez dit souvent que en hébreu,
l'hébreu ne notait pas la longueur des voyelles. Et Oui. pourtant, il y a des voyelles longues et des voyelles brèves. Et j'ai du mal à articuler les deux informations. Oui, alors quand je dis que l'hébreu ne note pas la longueur des voyelles, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de longueur de voyelle, ça veut dire qu'elle n'est pas notée. Et c'est ça la difficulté. Regardez, en français non plus, on note pas la longueur des voyelles. À l'écrit, en français, on vous dit pas si une voyelle est longue ou brève. Donc, quelqu'un qui apprend le Et comment français on sait, à l'écrit, il sait pas. et comment on sait que les voyelles sont longues ou brèves, quoi. Alors, tout ça, c'est très théorique, Et par évidemment. exemple, dans la, dans la, dans la grammaire de Jouon en version française, il parle énormément de voyelles brèves, voire moyennes, voire longues. Est-ce que c'est juste ou ça, il faut mettre entre parenthèses? Alors, non, non, Jouon, globalement, alors je me souviens plus hein, de ce que disait Jouon. J'ai lu hein, la version française de Jouon il y a longtemps. Je me souviens plus. Enfin, globalement, il a plutôt raison dans l'ensemble. Euh, les théories sur la longueur des voyelles, elle est fondée beaucoup sur l'arabe, en fait. En arabe, les grammairiens arabes, mais là encore, on n'a aucun moyen de savoir si c'est vrai ou pas. Mais déjà au Moyen Âge, les grammairiens arabes vous disent il y a d'abord trois voyelles, A, I, OU, brèves et qui peuvent être longues. Et A, I, OU. Donc ça, si vous voulez, c'est la théorie des langues sémitiques. La théorie des langues sémitiques dans leur ensemble, elle est fondée là-dessus. Sur l'idée qu'il n'y a que primitivement trois timbres différents de voyelles, A, I, OU, et pour chacun de ces trois timbres, deux longueurs possibles, brèves ou longues. Voilà. Euh, il faut savoir qu'au Moyen Âge, quand les grammairiens arabes écrivent les grammaires arabes, pour eux, l'arabe est déjà, c'est pour l'arabe du Coran évidemment, c'est déjà une langue qui leur échappe. On le sait parce qu'ils nous racontent des voyages, qu'ils sont, d'abord eux, ils sont plutôt, ils sont pas en Arabie, ils sont plutôt à Babylone ou je ne sais où, et eux-mêmes disent qu'ils partent voyager en Arabie, essayer de rencontrer les fameuses tribus de Bédouins, les Kouraïches et compagnie, enfin toutes ces tribus dont la littérature et les traditions seraient à l'origine du Coran. Bon pour chercher les sens du mot de vocabulaire, etc. Évidemment, donc aujourd'hui, on sait que tout ça, c'est en grande partie artificiel, parce qu'on a des sources du Coran, il y a des aramaïsmes dans le Coran, tout ça, voilà. Donc, en 1000 ans, on a fait des progrès quand même, mais toujours est-il que, malgré tout, du point de vue de la grammaire pure, on est parti dans l'idée que dans les langues sémitiques, il y a trois timbres différents, primitivement A, I, OU, et deux longueurs différentes, brèves ou longues. Voilà, partant de là, on a regardé des mécanismes. Et donc, tout ça est très artificiel, euh, euh, mais c'est une mécanique qui fonctionne. C'est-à-dire que ça a l'avantage, quand vous apprenez des schèmes proto-sémitiques, ça marche assez bien pour deviner ce que ça va donner. Vous partez de tel schème, bah, vous vous attendez, vous aurez ça en hébreu, vous aurez ça en araméen, vous aurez ça en ougaritique, vous aurez ça en acadien, vous aurez ça en éthiopien. Voilà, ça marche plutôt bien. Voilà. Donc on fait des passerelles, ça permet de faire des équivalences comme ça. Euh, c'est des outils linguistiques. C'est-à-dire que même quand on fait du proto-sémitique, il ne faut pas s'imaginer que le proto-sémitique est une langue qui a jamais existé et qu'elle était parlée comme ça. J'ai eu l'occasion effectivement d'écrire un compte-rendu sur une grammaire comparée des langues sémitiques, en signalant que il faut être vigilant parfois quand on imagine, on lit parfois des gens qui écrivent que le proto-sémitique était parlé il y a 6000 ans, quoi. Vous voyez. Donc on n'a évidemment aucune idée tout ça est parfaitement reconstruit. Comment dire, c'est comme, bon, je ne sais pas si je dois faire le parallèle parce que tout le monde n'a pas forcément fait des mathématiques, mais en mathématiques, on crée des outils qui fonctionnent, qui permettent de passer d'un objet à l'autre, de faire des calculs, et qui permettent même, y compris, de représenter le monde du réel. Donc on crée des outils mathématiques qui pourtant sont abstraits, hein, qui sont en dehors de notre univers, mais qui vont expliquer des réalités tout à fait concrètes. Voilà. Donc, vous avez des démonstrations, par exemple, ce qui concerne des nombres entiers naturels, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pour faire les démonstrations sur des propriétés des antinaturels, vous devez basculer dans un espace qui n'est pas celui des nombres entiers naturels. Et voilà. Mais on crée des outils, donc c'est des outils virtuels,
mais qui nous permettent de décrire le réel. Voilà. Donc là, on va dire que c'est un peu pareil. On crée des outils qui sont virtuels, le proto-sémitique, et on va expliquer ce que c'est, on va parler de propriétés, de fonctionnement, de mécanique, et grâce à ces propriétés mécaniques, ça va permettre de décrire ce qui se passe dans les langues qui nous intéressent. Et donc, comment on fait pour savoir si une voyelle est brève ou longue? Eh bien voilà, c'est cette théorie du proto-sémitique avec les caractéristiques d'évolution des voyelles d'une langue à l'autre qui nous permet de dire, de postuler que telle voyelle est longue ou brève. Je vous donne un exemple, puisqu'on parlait de katal, ici, l'infinitif absolu, en disant un a bref, un a long. Comment on le sait? Bah, vous regardez en arabe, salam, donc voilà, vous avez un a bref, un a long. Ça vous donne shalom en hébreu. Bon, voilà, donc ça, vous voyez que le a bref, le a long en arabe est devenu a haut en hébreu. Et que c'est vrai pour l'ensemble des langues cananéennes, ce qu'on appelle le groupe des langues cananéennes. C'est-à-dire ça inclut le phénicien, l'hébreu, le moabite, l'ammonite, l'édomite. Voilà. Donc ce groupe de langues-là, on va avoir le même phénomène. Là où vous avez un A long en arabe, vous avez un O dans ces langues-là. Et donc, et comme c'est régulier, on en déduit que le A long en proto-sémitique, parce qu'on va supposer que l'arabe classique eh bien, préserve la longueur et le timbre des voyelles proto-sémitiques. Hein. On a en fait inventé le proto-sémitique à partir de l'arabe classique. Et ben voilà, ça marche assez bien. Et on a fait pareil pour les autres langues qu'on a découvertes. Vous voyez, l'acadien, par exemple, quand on a découvert cette langue qu'est l'acadien, on a essayé d'observer comment il interagit par rapport à ces règles de longueur de voyelles, etc. Alors que assez souvent, évidemment, dans toutes ces écritures, on n'a aucun moyen de savoir si la voyelle est longue ou courte. En hébreu, on ne sait pas. Vous avez, voilà, vous avez un patar. On vous dit pas si le patar il est court ou il est long. Voilà. Donc voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que malheureusement, voilà, on ne sait pas. Alors, cela dit, dans des grammaires moins bonnes que celles de Jouan, euh, on vous parle parfois de voyelles de longueur en hébreu, y compris en hébreu biblique, en vous disant, voilà, par exemple, si vous avez une mère de lecture avec un vav, un cholem vav, il est long, alors qu'un cholem sans vav, il est court. Bon, ça, c'est des théories qui ne fonctionnent pas, qui sont là encore empruntées à l'arabe, puisqu'en arabe, la convention, c'était que pour noter la longueur d'une voyelle, on lui met une mère de lecture. Donc en arabe classique, on va vous dire, bah oui, si vous avez un alif, ça vous dit que le A est long. Voilà. Si vous avez un ya, ça vous dit que le i est long. Bon voilà, donc on va vous indiquer la longueur des voyelles avec une mère de lecture. Euh, Beaucoup, c'est très éclairant. Et est-ce qu'à partir de là, on peut dire, il y a une autre chose qui me questionne, c'est que les schèmes, Catal, Catoul, Catil, ce sont des schèmes du proto-sémitique. Et est-ce que. Et on a l'impression qu'ils valent aussi bien pour les verbes que pour les noms. Pour nous, c'est étonnant. alors non, un schème, c'est un modèle. Hein. Le terme schème est utilisé en grammaire, c'est l'équivalent d'un modèle. Donc vous avez un moule, c'est un modèle ou un moule, et on fait des modèles à la fois pour les verbes et pour les noms. En français aussi, hein. On fait des modèles dans toutes les langues. Vous prenez la racine, vous lui appliquez un modèle, ça vous fait un mot. En français, vous pouvez faire du verbe balancer, vous faites balançoire, vous ajoutez un oir à la fin. Du verbe manger, vous faites une mangeoire. Voilà, vous savez que vous pouvez faire une postformante oir et construire des noms en prenant la racine et en ajoutant une postformante oir. Bon, voilà. Donc, il y a un modèle. Là, dans les langues sémitiques, en général, pour faire le modèle, on prend les lettres Q, T, L, T ou T pointé en fonction des conventions. Euh, voilà, ça a été la convention d'utiliser ça pour les langues sémitiques, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs pour l'arabe. En arabe, on prend le verbe fa'ala, euh, qui veut dire faire, hein, le verbe faire, qui existe en hébreu. Hein, pa'al, po'el, il n'est pas très utilisé en hébreu, mais il existe. Simplement, la difficulté de ce verbe, c'est que le P est une bégate kéfat, donc il peut avoir
un dagesh ou pas. Le aïn est une gutturale, donc il va y avoir des problèmes. Donc on s'est dit, c'est pas terrible, on va plutôt chercher une racine où toutes les consonnes sont les plus stables possibles. Donc le kof, le tet, le lamed, c'est très bien. Ça risque pas de bouger. Bon. Donc c'est pour ça qu'on a pris l'habitude d'utiliser ce verbe comme modèle. Mais effectivement, on fait des schèmes verbaux et des schèmes nominaux. Donc ça c'est pas gênant. Voilà, il faut s'habituer aussi, en sachant que d'ailleurs la frontière entre nom et verbe est pas toujours évidente. Typiquement, quand on parle d'un C'est ça que infinitif. je voulais dire. Oui. C'est ça que je Typiquement, voulais dire. On a l'impression qu'en hébreu, le, les schèmes verbaux recoupent souvent les schèmes nominaux. non. Alors Non? souvent, je dirais pas jusque là. C'est le cas de l'infinitif. Mais c'est le principe même de l'infinitif. L'infinitif, c'est un nom verbal. En français aussi, vous voyez, vous avez le verbe manger. À l'infinitif, manger, ER. Vous pouvez en faire un nom, le manger. Le verbe dire, à l'infinitif, le verbe dire, vous pouvez en faire un nom, le dire. Vous pouvez même le mettre au pluriel, les dire de quelqu'un. Donc vous pouvez faire des verbes comme ça, le manger et le boire, les dire. En français aussi, l'infinitif sert à exprimer de façon nominale la notion du verbe. Donc si vous dites, vous pouvez faire ça avec n'importe quel euh, verbe en français, hein, courir est un bon exercice. Courir est un bon exercice. Courir est le sujet du verbe être. Donc il a une fonction nominale, puisqu'il est le sujet du verbe être. Vous auriez pu dire la course est un bon exercice. Mais courir est un bon exercice. Donc, vous voyez, c'est à ça que ça sert, de faire l'infinitif. Donc, en hébreu aussi, il y a des infinitifs. Et effectivement, de fait, pour faire l'infinitif, ici on le voit, le schème katal, eh ben, on prend un schème qui est aussi utilisé pour des noms. Même s'il n'est pas très fréquent pour les noms. Là, je parlais de shalom tout à l'heure. Ben, justement, il faut se poser la question de savoir est-ce que le schème katal, qui a donné donc katol en hébreu, donc shalom pour le mot shalom, est-ce que c'est pas à la base le schème de l'infinitif absolu? C'est l'action d'être, le fait d'être en bon état. On dirait le bien-être en français, puisque être est un infinitif, hein. L'infinitif du verbe être, c'est être. Donc bien-être, le bien-être, on va nominaliser un infinitif, doté en plus d'un adverbe. Voilà. Le bien-être, bah oui, est-ce que c'est pas ça, shalom? Du coup, le bon état, mais le bon être, à ce moment-là, je sais pas comment faut dire. Voilà. Bon. Donc, bon, après, ça, c'est des questions que les grammairiens, c'est la question de la poule et l'œuf, hein. Donc, les grammairiens peuvent disserter très longtemps sur ce genre de questions. Bon, je ne sais pas si ça change grand-chose, vu qu'on n'aura probablement jamais la réponse. Mais, en tout cas, effectivement, on peut constater que là, on a affaire à un schème pour catol, on a affaire à un schème qui est utilisé aussi bien pour l'infinitif absolu du cal que pour construire un certain nombre de substantifs. Euh, voilà. Et puis donc, ce que je disais pour l'infinitif construit, c'est que donc l'infinitif construit se présente sous la forme ktol qui ressemble à à l'état construit de l'infinitif absolu, mais qui en réalité provient plus vraisemblablement d'une forme kutul. Et ça, on le voit précisément quand vous avez des pronoms suffixes comme kotli, par exemple. Je vais vous remontrer, si vous voulez, le paradigme des pronoms suffixes. Vous allez voir. Donc, l'infinitif, hein, qui est un nom verbal, comme je le dis, vous avez ktol s'il est tout seul, mais quand vous dites donc l'action de tuer, le tuer, mais le tuer de moi, kotli. Et là, on se dit, que vient faire ce O? C'est un kametz ratouf sous le kof. Donc, on le prononce kotli, vous avez un O, kotli. Comment expliquer ce son O? Eh bien, il s'explique si primitivement, en fait, vous aviez un son OU. Vous avez un son OU, kutul, qui donne kotol. Alors, je pourrais faire une forme intermédiaire, voilà, on va dire ça, qui va donner une forme. Attendez, comment je vais faire ça? Attendez. Une forme genre kotol. Peut-être je vais l'écrire comme ça, attendez. Kotol, voilà. Pardon.
avec deux O brefs. Et donc, ça va vous donner soit Ktol, soit Kotl, en fonction de quelle voyelle vous allez faire tomber. Soit vous faites tomber ce O-là, soit vous faites tomber ce O-là, en fonction des règles de chute de voyelles. Donc, vous allez avoir Kotli, Kotlecha, ou bien Ktolcha. Typiquement, regardez la deuxième personne du singulier. Vous pouvez avoir Kotlecha, et donc le premier O se maintient, le deuxième tombe, ou bien, euh, et donc c'est le deuxième ici qui tombe, ou bien au contraire, là, vous allez avoir le deuxième O qui se maintient, Ktolcha, et c'est celui d'avant qui va tomber. Il y en a forcément un des deux qui tombe, hein. Vous n'aurez pas Kotolcha. Et donc j'ai mis note 2 et 3. Je ne sais pas ce que c'est comme note pour. Qu'est-ce que je vous ai marqué comme note? La seconde voyelle peut se maintenir devant un suffixe de deuxième personne, auquel cas la première tombe le plus souvent, sauf exception de type kotolcha, etc., avec deux O. Voilà. Donc ça, on peut imaginer des cas rares où les deux O se maintiennent. Voilà. Euh, voilà, voilà. Il y a peut-être effectivement quelques cas. Et après, ça va dépendre aussi des manuscrits parce que vous avez des différences, y compris entre les différents manuscrits massorétiques. C'est vrai que nous, en général, toute notre base de données, elle est faite sur le codex de Leningrad. Mais à vrai dire, selon les manuscrits massorétiques, vous n'avez pas toujours exactement la même vocalisation. Voilà, donc ça, c'est pour vous expliquer la vocalisation de l'infinitif construit. Et donc, pour. Oui? Excusez-moi. Oui. Donc, j'ai laissé la place à ma collègue. Mais moi, c'était juste une bricole. Mais c'est pour les gens qui regarderont l'enregistrement. Lorsque vous avez présenté le schème Koutoul, vous avez dit infinitif absolu. Donc, Ah oui, c'est un pardon. lapsus, évidemment. C'est l'infinitif construit. Oui, 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 c'est l'infinitif Oui. construit. Donc, que les gens ne soient pas perturbés par ça. Oui, Je remarque merci. une chose, c'est que lorsque quelqu'un intervient, donc des auditeurs, on n'a pas ces sauts de ces sauts là. Là, par exemple, on vient d'avoir une séquence un peu hachée. Donc, vous avez peut-être un problème de micro ou de Non, 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 j'ai parce pas de que problème de micro parce que l'enregistrement est bon sur mon ordinateur. Moi, ah j'ai eu d'accord. l'impression que quand vous ouvrez d'autres documents, ça se hache. Et Oui, oui, quand bien on sûr. revient à l'écran tout seul, Non, non, mais en fait, c'est des problèmes de calcul pour générer le flux vidéo qui est transmis à BBB. Voilà, j'ai regardé un peu ça et c'est des problèmes de, il faut compresser le signal vidéo, intégrer plusieurs choses, etc. Voilà. Et c'est ça qui pose problème sur BBB. Mais l'enregistrement sur l'ordinateur est bon, donc le son est bon en fait. Voilà. C'est pas un problème de micro, c'est vraiment un problème de création du flux vidéo transmis à BBB. Voilà. Bon, j'ai espéré qu'avec Chrome ça irait mieux qu'avec Firefox, mais apparemment ça vient pas de là. Donc je ne sais pas. Non, Écoutez, ça va globalement, hein. De temps en temps, ça saute un peu, mais on ouais, arrive à suivre, donc ok. il n'y a pas de souci. Si vraiment ça devient inaudible, on tirera la sonnette Oui, d'alarme. c'est ça qu'il faut dire. Voilà, exactement, merci. Bon, voilà, donc là, vous avez les schèmes à la fois pour l'infinitif absolu et l'infinitif construit. Et donc, pour revenir à votre question de savoir est-ce que Yarod, c'est bon ou pas, est-ce qu'il faut imaginer des modifications, à chaque fois que vous avez un verbe faible, ou un verbe particulier, on va dire, avec effectivement, dans le cas du yod, la question va se poser de dire euh, est-ce que on risque d'avoir la chute d'une lettre ou de la contraction de, etc. Voilà, il faut se poser la question. Et la question, elle se pose effectivement quand il y a des réductions, des chutes. Bon, pour Catol, il n'y a pas de problème. Donc vous aurez Yarod. Pour l'infinitif construit, effectivement, là, c'est un peu différent, puisque l'infinitif construit, vous allez avoir le même problème qu'à l'infinitif, comment dire, l'infinitif construit va aussi se créer euh, à partir du yictol. On va considérer que c'est des conjugaisons dérivées du yictol. Et c'est aussi une autre façon de les construire. C'est-à-dire, au lieu de repartir au schème primitif Coutoul, c'est de dire, bah, en fait, comment vous aboutissez à votre ktol, c'est de dire, bah, vous prenez yictol,
et vous coupez et vous enlevez la préformante. Je vais vous montrer à quoi à quoi ça ressemble. Donc, ou vous partez du yictol, enfin, donc voilà, vous faites, oui, c'est ça, vous partez du yictol et ça va vous donner ktol. Vous enlevez la préformante. Yictol, il tue, ktol, tuer. Euh, Tiktol, tu tues, ktol, à l'impératif, tue. Donc ça, c'est l'infinitif construit. Et ça va être l'impératif. Donc ça, c'est une autre façon de construire et de concevoir l'infinitif construit. Et on va se rendre compte que effectivement, c'est comme ça qu'il se construit de temps en temps. Et là, on va se poser la question de dire à partir du moment où on va considérer que l'impératif comme l'infinitif construit se construisent à partir de l'inaccompli, vous enlevez le i de Ktol, bah, c'est sûr que si vous partez du principe que l'inaccompli, le yictol là, de Cal, c'est yered, bah, du coup, si vous partez d'yered, bah, ça vous fait red. Tered, tu descends. Vous voyez ce que je vous l'avais juste là en face, là, tered. Ah, si je mets tered, là, vous l'avez en plus juste en face comme ça, là, hop. Eh bien, en fait, de tered, ça vous fait red. Et donc, effectivement, si on dit à quelqu'un à l'impératif, descend, red. Et donc, de la même manière, yered, si vous dites yered, eh bien, ça va donner red aussi. Alors, on aurait pu rester comme ça, mais comme on en fait un substantif et qu'on est quand même un peu malheureux qu'il nous manque une lettre, on va ajouter un tav à la fin pour faire une sorte de forme féminine. Et ça va être le cas aussi pour les verbes troisième faible, où la troisième va tomber. Et là, pareil, on va suppléer cette chute par un tav pour retrouver trois consonnes et avec une sorte de substantif, hein, puisque l'infinitif c'est un nom verbal. Et donc là, ça va vous faire quelque chose comme redet. On va en faire un ségolé. Normalement, c'est red avec deux consonnes qui se suivent. Mais vous savez que c'est la règle des ségolés, hein. Deux consonnes qui se suivent en fin de mot. On n'aime pas avoir deux consonnes qui se suivent en fin de mot. S'il y a un suffixe derrière, pas de problème. Si on est vraiment en fin de mot, on va avoir une anaptyque, c'est-à-dire on va glisser une voyelle d'appui, qui ne prendra pas l'accent. Et donc on va dire redet. Donc c'est comme ça qu'il va falloir, avec bien sûr l'accent qui sera, je sais pas comment je peux vous noter l'accent là-dessus, non, parce que si je mets ça, ça va pas être terrible non plus. Qu'est-ce que je peux faire? Red Hat, j'aimerais voir un peu, il faudrait que je vous mette un autre accent, mais je sais plus comment on fait. J'ai plein d'autres accents sur mon clavier. Non, ça c'est pas ça non plus. Bon, c'est pas grave. Vous voyez l'idée. Red Hat, je vais vous le noter en hébreu. Vous allez avoir quelque chose comme ça. Euh, on peut regarder ça tout de suite ensemble. Euh, je vais vous montrer ça à l'écran. Hop. Voilà, donc je cherche toutes les occurrences de Yarad à l'infinitif construit. Horrid, bon, ben ça c'est du ifil, mais regardez la redet. Et donc vous avez effectivement cette forme ségolée, redet. La redet encore, beredet. Et là, regardez, beridto. Vous voyez, là, c'est comme pour les ségolés, hein. Vous n'avez pas besoin euh, de, de mettre de voyelles anaptictiques si vous avez un suffixe derrière. C'est comme si vous dites sifro, sefer. C'est le même mécanisme que si vous avez, par exemple, je disais un ségolé, donc Hachem Kitl pour un ségolé. Vous avez par exemple l'exemple de sefer. Et du coup, vous dites sifri, par exemple, sifro, si c'est avec un pronom suffixe. Son livre à lui. Et donc, pareil, vous aurez ridto, l'action de descendre de lui, sa descente, son descendre. Donc, si vous avez euh, un pronom suffixe, pas de problème. Sinon, vous dites redet. Alors, redet, techniquement, il faudrait que ce soit serré et puis ensuite ségole derrière, là, ici, là. Mais comme assez souvent avec les ségolés, comme c'est faire, normalement, c'est serré, ségole.
mais dans beaucoup de cas, pour les ségolés, en fait, on met deux ségoles. Voilà. On va écrire Sefer, enfin peut-être pas dans le cas de Sefer, mais dans un certain nombre de termes, vous allez trouver deux ségoles, quand bien même c'est un Shem Kitl et pas un Shem Katl. Bon, mais ça, malheureusement, c'est pas moi qui décide. C'est des phénomènes linguistiques assez classiques. Donc voilà, donc ici, effectivement, dans le cas du verbe descendre, si on avait un infinitif un infinitif construit, on aurait redet. Donc le fait qu'on ait ici écrit Yod Resh Dalet, je reviens à notre texte là, sur notre texte, on a Yod Resh Dalet. Donc là, c'est sûr qu'effectivement, ça ne peut pas être un infinitif construit, mais ça peut être un infinitif absolu. Ça, vous avez raison, les trois possibilités sont bonnes. Je vois qu'il faut que... c'est bon pour vous? Oui, merci beaucoup. Bon, alors maintenant la question se pose de la signification de cet infinitif absolu. Vous le disiez au sens d'un impératif. Si c'est un impératif, pourquoi on ne dit pas red? Red likrati. Hein, red, descende, descend, ou quelque chose comme ça. Descendez. D'ailleurs, on aurait le pluriel, puisqu'ici on écrit à deux personnes. Donc on pourrait imaginer qu'on leur donne des ordres à tous les deux, au pluriel, d'où, quelque chose comme ça. Descendez. Euh, bon. Pour ce qui est du singulier ou du pluriel, on a un certain nombre de textes où effectivement, on s'adresse à un groupe de plusieurs personnes et puis finalement on passe au singulier. Bon, voilà, ça c'est pas très très gênant. En tout cas, ici on a le iode avant, donc on sait qu'on n'est pas à l'impératif. En revanche, l'usage de l'infinitif absolu pour donner un ordre, ça oui c'est fréquent. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la même chose que l'impératif. L'impératif fait partie des modes volitifs. En hébreu, si je vous remontre, donc ça c'est les suffixes. Euh, voilà, donc si vous regardez les modes volitifs, vous avez à la première personne le cohortatif, ce qu'on appelle le cohortatif. Tout ça, c'est des termes un peu artificiels, à vrai dire, hein. C'est bon. À la première personne, c'est donc du cohortatif. À la troisième personne, vous avez du jussif. Bon, là, c'est pas mentionné parce que le jussif, pour un verbe fort, ne se distingue pas, sauf si vous allez faire un tour du côté du ifil, par exemple, au lieu d'avoir yaktil, vous aurez yaktel. Vous voyez, ici, au jussif. Donc, parfois, vous pourrez avoir une différence entre le yictol lui-même, l'inaccompli, et le jussif, qui est le mode volitif de la troisième personne. Et puis le mode volitif de la deuxième personne, c'est ce qu'on appelle l'impératif. L'impératif ici, ça c'est aussi un mode volitif. Donc mode volitif, cohortatif à la première personne, impératif à la seconde et jussif à la troisième personne. Au cohortatif, on met un A à la fin. À vrai dire, ce A à la fin, on peut aussi le mettre à la deuxième personne. On appelle ça l'adortatif. Voilà, ça fait encore du vocabulaire technique, mais bon, si vous voulez frimer. Et puis, même à la troisième personne du singulier, vous pouvez aussi avoir ce A du volitif. Bon. La caractéristique des modes volitifs, c'est qu'on exprime la volonté. C'est la volonté que j'exprime. Euh, euh, si je dis ectol, je tue, voilà, c'est l'indicatif. Ectela, j'exprime la volonté de tuer. Je veux tuer. Voilà. Que je tue. Bon, très bien. Ça ne veut pas dire que ça va se produire, mais j'exprime la volonté. La même chose à la deuxième personne du singulier, au volitif. Si je dis tol, je veux que tu tues. J'exprime la volonté que tu tues. Bon, très bien. Et puis, à la troisième personne, yiktol, je souhaite qu'il tue. Très bien. Euh, c'est la volonté que j'exprime. Cette volonté, elle peut être plus ou moins forte. Vous voyez, exprimer la volonté vis-à-vis de quelqu'un, j'aimerais bien qu'il fasse ça. Mais est-ce que je suis en position d'exiger quoi que ce soit? Pas forcément. Je peux, moi, supplier quelqu'un, je t'en prie, je souhaite que tu fasses ça. Mais je ne suis pas en position d'exiger. Et donc, de ce point de vue-là, si on veut exprimer une volonté plus forte, qui n'appelle pas forcément à discussion, on va peut-être éviter le mode volitif. On n'utilisera pas forcément le mode volitif.
ce qui est un peu contre-intuitif par rapport au français. Mais donc, du coup, en hébreu biblique, on va utiliser, par exemple, tout simplement l'inaccompli. Donc là, on va dire, voilà, vous ferez ça. Et donc, si je dis, vous ferez ça, je vous laisse pas le choix. Je dis, pour demain, vous étudierez tel truc. Alors, on a bien compris que c'est ma volonté, hein. Ma volonté, c'est que vous étudiez tel et tel truc pour demain, hein. Vous lirez ça pour demain. Je veux que vous lisiez ça, mais la façon dont je le dis, vous lirez ça, c'est l'indicatif, ça va se produire, je sais que ça va se faire, il n'y a pas de possibilité qu'il en soit autrement. Voilà, je prédis l'avenir. L'avenir, c'est que vous allez le faire parce que je vous laisse pas le choix en fait. Donc je suis dans une position vraiment d'exiger les choses et de parler comme si la chose était acquise d'une certaine manière. Donc l'inaccompli peut servir à ça. Et ça, vous l'avez dans la Bible, bah, les 10 commandements, évidemment, hein. Tu honoreras ton père et ta mère, tu ne prendras pas. Souvent, c'est traduit en français par un futur. Voilà, on te dit, vous allez faire ce, tu ne tueras point, voilà, c'est pas, j'aimerais bien que tu ne tues pas. Non, tu ne tueras point. Voilà, ça ne se fera pas, ça n'arrivera pas. Ôte-toi ça de la tête, c'est même pas la peine d'imaginer le contraire. C'est comme ça. Donc là, l'inaccompli peut être utilisé pour la prohibition, avec la négation lo plutôt que la négation al, donc euh, lo tiktol plutôt que al tiktol, voilà. Bon, ça c'est l'indicatif. Et de la même manière, l'infinitif absolu peut être utilisé pour donner des consignes, et en particulier des consignes qui sont là non pas une volonté faible d'un subalterne à son supérieur en disant j'aimerais bien que vous fassiez ceci ou que tu fasses cela. Et voilà, je vous exprime ma volonté, mon souhait, mon désir, mais en même temps, qui suis-je pour exiger quoi que ce soit? Non, 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 là, c'est une consigne donnée par un supérieur à un subalterne qui ne laisse pas le choix. C'est ça qui va se passer. D'accord? Et donc à ce moment-là, on va dire, on peut utiliser l'infinitif. L'infinitif absolu, à ce moment-là, est utilisé comme ça. C'est même d'ailleurs un des rares usages de l'infinitif absolu. L'infinitif absolu, il n'est pas très fréquent en hébreu biblique. Et il va même disparaître, d'ailleurs. À une époque pas très éloignée là de nos ostracas, quelques siècles plus tard, déjà au tournant de notre ère, on n'utilise plus l'infinitif absolu. Voilà, il va être utilisé encore un petit peu, bah, même dans la Bible, quand vous avez l'infinitif absolu, il est souvent utilisé pour renforcer l'action du verbe, hein. Vous savez, comme dans la Genèse, mot tamut, mourir, tu mourras, hein. Quand Dieu donne la consigne à Adam, au chapitre 2 de la Genèse, regarde tous les fruits, tu peux manger de tous les fruits du jardin, ils sont dans le jardin d'Éden. Mais cet arbre-là, celui-là, faut pas en manger, parce que le jour où tu en manges, tu mourras. Et donc, on dit mourir, tu mourras, hein, l'action de mourir. Alors ça, pour mourir, tu vas mourir. Et donc là, on utilise l'infinitif absolu en complément du même verbe conjugué pour renforcer l'action du verbe. Donc là, il y a un côté d'emphase, de renforcement, mais il n'est pas utilisé de façon autonome. L'usage de l'infinitif absolu de façon autonome est quand même assez rare. Et donc, un des rares usages en tant que tel, tout seul, c'est effectivement pour exprimer des consignes. Un peu comme on utilise en français des consignes ou à l'infinitif tout court en français pour des consignes quand vous rentrez quelque part, on vous dit ne pas fumer, par exemple, ne pas fumer ER. Hein, là, c'est l'infinitif, fumer ER. Ne pas fumer, on vous donne pour consigne, il ne faut pas fumer. Donc, dans ces cas-là, il faut suppléer la notion de consigne. Il faut. Il faut faire ceci, il faut ou il ne faut pas. Donc, si vous mettez catol, un infinitif absolu, tout seul, tuer, il faut suppléer, supposer qu'il y a une consigne avant. Il faut tuer. Je vous donne pour consigne de tuer. Donc si vous avez Yarod, descendre. Il faut descendre. Je vous donne pour consigne de descendre. Voilà. C'est les consignes que je donne. Euh, voilà. Donc là, vous avez un. Alors, évidemment, euh, dans les ostracas, on n'est pas toujours capable de savoir, justement, là, dans un cas comme celui-là, est-ce que c'est l'accompli, l'inaccompli, l'infinitif, absolu, dans le contexte. Ce qui est sûr, c'est que là, on ne peut pas avoir un infinitif construit, on ne peut pas avoir un impératif non plus. Donc là, c'est un bon exemple, le fait qu'on ait le verbe yarad ici, parce que parfois, si vous voulez, quand vous avez les trois consonnes, assez souvent dans nos ostracas, on a souvent pensé que c'était un impératif, justement, assez spontanément, puisque nous, en français, on utiliserait l'impératif. En français, descendez, venez me voir, ou descend, voilà, bon.
La plupart des ostracas sont adressés à un seul destinataire, donc de toute façon, on s'attend à avoir le singulier. Et à ce moment-là, du coup, effectivement, entre l'infinitif ktol, pardon, l'impératif ktol et l'infinitif absolu katol, il n'y a aucune différence. Alors, sauf s'il y a une mère de lecture, évidemment, mais même là, à vrai dire, même en hébreu biblique, vu que c'est un O dans les deux cas, bon, vous pourriez, même avec une mère de lecture vav, ok, on saurait pas s'il faut vocaliser ktol ou katol. Donc, en fait, typiquement, avec un verbe fort, dans les ostracas ou dans les inscriptions anciennes, ou voilà, on ne sait pas si on a affaire à un impératif deuxième masculin singulier ou à un infinitif absolu, sauf dans des cas de verbes faibles, comme le verbe yarad. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que précisément grâce à cette occurrence-là, c'est pas la seule, hein, mais à quelques occurrences dans certains ostracas où on voit qu'on utilise un verbe faible pour lequel on peut distinguer l'impératif de l'infinitif absolu, on a la preuve que ça n'est pas l'impératif qui est utilisé. Et donc, on peut éliminer la possibilité que ce soit un impératif. Là, très clairement, ça ne peut pas être un impératif. Donc, dans des cas où le contexte, la syntaxe nous indique qu'il s'agit d'un ordre qui est donné, d'une consigne qui est donnée, bon là, vous me direz, on n'a pas encore lu la suite du texte. Donc, à ce stade, rien ne nous permet de trancher entre ça. Mais vous verrez quand vous étudierez la suite du texte. Et puis bien sûr, quand on étudie tous les ostracas en série, quand on étudie des dizaines et des dizaines d'ostracas, on a effectivement l'habitude, on a les salutations, Veata, et maintenant, et shtak, voilà la consigne qui est donnée. Et donc typiquement, après le Veata, vous allez avoir la consigne qui est donnée. Et donc grâce à des verbes comme yarad, qui sont des verbes faibles, pour lesquels l'impératif serait différent, y compris sans la vocalisation massorétique, y compris dans le texte consonantique pur, puisqu'ici on aurait red, ourdou, ou ce que vous voulez, mais en tout cas il n'y aurait pas d'iode. La présence du iode sur notre photo, voilà, ici, ce beau iode au milieu, vous dit ça n'est pas un impératif. Et donc, on considère que c'est un infinitif absolu. Et ça veut dire que dans tout un tas d'autres ostracas, où on pourra hésiter entre les deux, on dira non, 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 on sait que la syntaxe classique pour les ostracas, mais aussi dans la Bible hébraïque, c'est d'avoir comme consigne, quand on donne des consignes, d'utiliser l'infinitif absolu. Donc, ici, on va privilégier Yarod, il faut descendre. Est-ce que vous avez des questions? Vous êtes tous très silencieux d'un coup. Alors, je ne sais pas, vous m'entendez? Tout va bien? Il n'y a pas de problème de connexion? Tout va bien, c'est magnifique. Bon, bah, c'est bien. Voilà, ok. Parfait. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va continuer la suite du texte. Comme je disais, on avance plus lentement qu'au premier semestre parce que nous ont rejoint des étudiants qui n'ont fait que 2 semestres, que 3 semestres, pardon, d'hébreu précédemment. Donc, ils sont, voilà, alors qu'il y a d'autres étudiants qui ont déjà suivi le cours d'hébreu avancé au premier semestre. Et donc, voilà, donc il y a des niveaux divers et variés. Et donc, mon but, c'est d'être à votre disposition pour vous expliquer tous les mécanismes de la langue. Voilà, donc je prends le temps qu'il faut pour vous faire des rappels. Là, on a discuté de l'infinitif absolu, de l'infinitif construit, des verbes période. Donc voilà, donc à chaque fois, on prend le temps de réexpliquer ou d'expliquer les règles de grammaire de l'hébreu qui sont parfois un peu complexes et auxquelles mais auxquelles on est très vite confronté, vous voyez, quand on est la réalité d'études de textes bibliques anciens ou de textes hébreux anciens, là, comme cet ostracon, on est très vite obligé de se pencher sur ces questions de grammaire. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, eh ben, écoutez, on s'arrête là pour aujourd'hui et j'aurai plaisir à vous retrouver la prochaine fois pour la suite du cours. On va continuer cet ostracon. On va finir on a encore 1 ou 2 lignes à faire. Après, le texte se complique, hein, donc on n'ira pas plus loin parce que le texte est endommagé. Il y aura beaucoup de points d'interrogation. Et puis après, on passera à un autre texte pour la fin du semestre. Voilà. Donc, je vous souhaite bon travail à chacun et on se retrouve très bientôt.